Bonjour Alexandre Adler. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 12e numéro de Mondovision, l'émission de géopolitique de Radio J. L'actualité internationale a été encore une fois particulièrement riche cette semaine, Alexandre. Nous aborderons ensemble aujourd'hui le retour des tensions au Proche-Orient, l'initiative Olmert-Abbas contre le deal du siècle, les opérations aériennes de Tsahal au-dessus du ciel syrien et enfin les théories complotistes qui accompagnent la diffusion du coronavirus. Mais Alexandre, démarrons si vous le voulez bien avec les tensions en Israël. La semaine a été marquée par une série d'incidents entre Israéliens et Palestiniens. Une dizaine de jours après la publication du deal du siècle américain, plusieurs attaques terroristes ont été menées, notamment dans la nuit de mercredi à jeudi à Jérusalem. Une attaque à la voiture bélier a blessé 12 soldats, dont l'un grièvement. Vendredi, l'armée israélienne a renforcé sa présence en Judée-Samarie, alors que les accrochages se multiplient dans la zone. Alors Alexandre, estimez-vous qu'une escalade est désormais une hypothèse possible et probable? Elle est toujours possible parce que malheureusement nous sommes dans une situation et dans un monde éminemment difficile et on peut faire une faute de manœuvre grave. Mais personnellement je l'exclus car tout le monde est bien au courant de ce qui se passe. On sait très bien que le plan Trump, qui est en fait un plan Netanyahou, en fait le début d'une négociation finale sur le statut des Palestiniens, est un plan qui maintient malgré tout toute une série de garde-fous qui font que les Palestiniens ne sont pas soumis à un diktat et que, bien entendu, tout est encore possible de leur part. Et il s'agit simplement ici de préserver le chef des modérés palestiniens, qui est le président de l'autorité palestinienne, et derrière lui, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont visés par les extrémistes autrefois du Hamas, lequel lui-même est peut-être en train de trouver des positions plus pragmatiques, mais en tout cas, c'est une hydre qui se renouvelle toujours. Il y a un mouvement irréductible palestinien et qui voit dans le meurtre, dans le terrorisme, dans le passage à l'acte, le seul moyen de se faire entendre. Alors, nous savons très bien cela, nous pouvons le déplorer, bien entendu, mais c'est inévitable, c'est dans le sentiment d'une impuissance croissante des Palestiniens, notamment vis-à-vis de l'opinion arabe, et il n'y a aucune raison de les accabler pour cela, le moyen qu'ils ont trouvé, hélas, de se faire entendre. Alors, il s'agit essentiellement de contenir ces protestations et il y a des moyens techniques et technologiques aujourd'hui, dont les drones, qui permettent, en épargnant beaucoup de vies humaines, à la fois les nôtres, mais aussi celles des Palestiniens eux-mêmes, de tenir à peu près ce défi et d'éviter, ce que certains souhaiteraient peut-être, c'est-à-dire le passage des opérations homicides généralisées et qui ne sont jamais bonnes. Alexandre, Mais bon, cette chose-là existe, mais je crois que elle est dans un consensus général dans lequel on peut inclure, bien entendu, la grande majorité de l'opinion iranienne qui se réjouit des difficultés du Hezbollah. Je crois qu'on peut être raisonnablement optimiste sur cela. Alexandre, est-ce que ces tensions entre Israéliens et Palestiniens peuvent perturber, voire influer sur le cours des élections générales en Israël, qui, je le rappelle, auront lieu très bientôt, le 2 mars, dans à peine 3 semaines? Pas du tout, parce que bien entendu, plus ces choses se passent, plus on se rend compte que la tentative de Benny Gantz, pour lequel j'ai par ailleurs une sympathie personnelle incontestable, est trop risquée. Personne n'est contre Benny Gantz en soi. Et il y a quelque chose d'assez sain dans l'alternance israélienne dans le fait qu'il a gagné de justesse les élections législatives, enfin les premières législatives qui ont débouché maintenant sur des élections générales. Mais personne ne souhaite aussi qu'on se débarrasse de Bibi Netanyahou. Si, bien, il y a beaucoup de juifs fous qui le veulent, mais personne de sérieux ne voudrait qu'on se débarrasse de Bibi Netanyahou sous quelque forme que soient les responsabilités qu'il exerce au moment le plus décisif de la négociation avec l'Arabie Saoudite et avec le monde arabe. C'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a organisé.
Les positions qu'il exprime aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles qu'il avait lorsque, pour des raisons polémiques, il gênait Tzipi Livni, qui est certainement la femme politique que j'aime le plus en Israël. Mais tout cela n'a rien à voir avec le soutien qu'on peut apporter à Bibi aujourd'hui. Le Bibi d'aujourd'hui est en fait le candidat du pragmatisme et il est acceptable pour une grande partie de l'électorat conservateur et religieux, et ce, grâce surtout à Aryeh Deri et au ralliement du parti Chasse, qui en fait n'est pas du tout un parti d'extrémisme aujourd'hui, à des solutions extrêmement pragmatiques qui sont les mandements laissés par le rabbin Ovadia Yosef, lequel est certainement un des plus grands hommes de l'histoire du judaïsme religieux, après le Rav Kook, qui avait rallié une grande partie quand même du judaïsme observant au sionisme, ce qui n'était pas facile avec les positions anti-sionistes, je le rappelle, d'Agudat Israël et de ses partisans qui restent encore aujourd'hui très réticents à l'égard de la société sioniste. Ils sont contre le service militaire des femmes et autres fariboles, qui et donc, évidemment renforcent à l'inverse le laïcisme imbécile d'un certain nombre de bobos qui eux-mêmes ne sont plus du tout des sionistes anciens, mais qui ne supportent pas effectivement la façon dont un certain nombre de religieux, ils sont de moins en moins nombreux, il faut le dire, se sont mis en dehors du sacrifice fondamental de l'identité israélienne, qui est l'impôt du sang. Nous acceptons aujourd'hui, sous une forme moderne, ce qu'a été le sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire que nous acceptons de mettre en jeu, et ce n'est pas une plaisanterie, la vie de nos adolescents. Et ce sont ces adolescents qui sont Tzahal. Bien entendu, qu'est-ce que c'est Tzahal? Ce n'est pas évidemment l'ISS que nous racontent tous nos amis antisionistes en France et pas ailleurs, en Angleterre aussi, ils n'ont toujours pas pardonné la façon dont on les a foutus dehors en 1948. Mais oui, ce sont nos gosses qui font le service militaire. Bien entendu, les adultes aussi, avec le Milouim. Mais ce sont d'abord et avant tout des adolescents de 18, 19, 20 ans que l'on expose à la fois à la mort et à donner la mort. Eh bien, quel peuple aujourd'hui accepte cette épreuve? Personne. Alexandre, une initiative a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours en Israël. L'ancien Premier ministre Ehud Olmert doit tenir la semaine prochaine une conférence de presse avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à New York. Les deux hommes devraient afficher leur opposition commune au plan Trump. Le conseiller et gendre du président américain Jared Kushner les a accusés de faire preuve de jalousie. Diriez-vous, Alexandre, que, comme l'indique Kushner, cette initiative Olmert-Abbas est, je cite, pathétique? Oh, pas du tout. D'abord, je vais vous dire ce que je pense de Ehud Olmert. Ehud Olmert est un homme qui a été un des meilleurs premiers ministres d'Israël dans la période récente. Entre 2006 et 2009. Oui, pardon, vous disiez, je veux les dire parce que moi je n'ai pas toujours la bonne mémoire, entre 2006 et 2008, hein, c'est ça? 2009. Et 2009, voilà. Eh bien, ces 3 années ont été des années bénies parce que Ehud Olmert s'est battu comme un lion pour la défense d'Israël et il a apporté un certain nombre de soutiens très importants sur le plan de la stratégie militaire, car c'est lui qui a donné l'assurance à Meir Dagan, qui nous quitte aujourd'hui, qui est mort tout récemment, mais qui a été l'architecte de la stratégie anti-iranienne de faire avorter, disons, les projets de bombes atomiques en Iran, c'est-à-dire de parité nucléaire entre Israël et ses adversaires islamistes. Et Ehud Olmert a compris le problème et il a donné à Meir Dagan tout ce que celui-ci demandait. Quand Meir Dagan a dit « Nous avons 3 problèmes aujourd'hui au Mossad. Le premier, c'est l'Iran. Le deuxième, c'est l'Iran. Et le troisième, c'est l'Iran. » Eh bien, il a fait un tournant stratégique dans l'attitude du Mossad, qui jusque-là utilisait, disons, les anfractuosités et les difficultés des différents États arabes pour essayer de gagner du temps, mais sans jamais hiérarchiser les priorités comme Ehud Olmert et Bibi d'ailleurs l'ont fait, mais Ehud Olmert a été sur ce plan absolument innovateur et d'un courage exemplaire.
Deuxièmement, Ehud Olmert, et c'est la deuxième raison pour laquelle je suis totalement pour lui, est né en Chine. Alors certes, il est né en Mandchourie, dans un milieu qui parlait à la fois le yiddish et le russe. Il s'est retrouvé, comme beaucoup de juifs de Mandchourie, avec l'invasion japonaise, qui par ailleurs ne les persécutait absolument pas. Mais ils sont retrouvés à Shanghai, où là, ils se sont mêlés à des juifs originaires un peu de partout et qui pouvaient accéder à Shanghai, puisqu'on pouvait accéder à Shanghai sans visa. Ce qui, pour les juifs à l'époque, notamment ceux qui voulaient partir un jour aux États-Unis, était une aubaine absolument extraordinaire. C'est là qu'Ehud Olmert est né, et donc ces liens, disons, profonds et charnels avec le peuple chinois, à la fois en Mandchourie et à Shanghai, ont été décisifs dans sa culture. Non pas qu'il parle le chinois, il le comprend suffisamment, mais enfin, il le parle pas. Mais c'est le premier dirigeant d'Israël, où sa famille a gagné le pays juste avant l'indépendance, pour devenir véritablement l'expert, ou en tout cas celui dont la sensibilité était tournée vers la Chine. Or, tout le monde a oublié maintenant, mais l'extraordinaire visite que justement Bibi Netanyahou a accomplie à Shanghai, à Pékin, en pleine intifada des mosquées, lorsque l'isolement diplomatique et politique d'Israël était total, le soutien particulièrement de la France à la cause palestinienne et à l'hostilité à Israël inconditionnelle. À ce moment-là, eh bien, nous avons vu, en plein désarroi d'Israël, la Chine inviter officiellement et le Premier ministre d'Israël, c'était à l'époque déjà Netanyahou, qui a été accueilli véritablement, non pas en chef d'État, mais en ami par le gouvernement chinois, qui d'ailleurs en a recueilli ce que les Américains n'ont absolument pas apprécié, des partages technologiques qui ont permis finalement de transformer le lavis que les Américains nous interdisaient de fabriquer par concurrence avec l'industrie de défense américaine en un avion chinois qui est en fait la réplique du lavis. Ça, les Chinois ne l'ont pas oublié et nous ne devrions pas l'oublier non plus. Et les relations diplomatiques entre la Chine et Israël ne se sont pas affaiblies, elles n'ont cessé de se renforcer dans cette période si difficile de l'intifada. Et donc, il faut bien le dire, nous sommes l'intifada des mosquées. Et bien donc, nous sommes aujourd'hui dans cette situation où Ehud Olmert est l'homme qui a été l'artisan de cette politique et ensuite l'artisan du soutien à la politique d'élimination des Iraniens et de leurs alliés au sein du mouvement palestinien. Et donc, Alexandre, vous comprenez cette initiative avec Mahmoud Abbas. Donc, non seulement Ehud Olmert naît, et Mahmoud Abbas, bien entendu, le sait parfaitement, et Mahmoud Abbas est notre ami, même s'il n'a pas toujours été parfait, il a tenu des propos négationnistes, il est tout ce que l'on veut, sauf qu'au risque de sa vie, au moment de cette intifada, pendant que Ehud Olmert poussait les feux de l'alliance chinoise qui nous est définitivement favorable, eh bien, que se passait-il? C'est tout simple. Mahmoud Abbas a dit le premier jour de cette intifada, nous ne devrions pas faire ce que fait Arafat, c'est-à-dire de nouveau l'affrontement militaire avec Israël, avec des tombereaux de morts et une bataille rangée de tous les instants un peu partout, y compris la mobilisation pour la première fois de la communauté des Arabes israéliens qui se sont à ce moment-là dressés aussi contre Israël. Eh bien, nous devrions, au contraire, c'était la recommandation qui a été donnée à ce moment-là, aider Mahmoud Abbas. Et nous l'avons un peu aidé. Et nous avons continué à l'aider et nous voudrions surtout qu'il ne soit jamais sacrifié par des extrémistes palestiniens qui veulent évidemment le tuer. Mahmoud Abbas est un homme absolument précieux dans l'économie de ce plan de paix. N'attendez pas de lui qu'il accepte le plan Trump ou quoi que ce soit d'autre, mais par contre, il sait très bien ce qu'il doit à Israël, et le fait que Ehud Olmert, qui a été si décisif dans des choses fondamentales, soit maintenant revenu sur le devant de la scène, c'est la meilleure chose que l'on puisse imaginer. Et personnellement,
parce que je continue à faire de la politique israélienne sur cette antenne à ma manière, je pense que Ehud Olmert devrait être, à un moment donné, dans une réconciliation pleine et entière avec Bibi, et avec Jared Kushner, il n'y a aucune raison que tout cela continue comme cela, eh bien, il devrait être l'ambassadeur, mais plus que l'ambassadeur, une espèce de représentant spécial d'Israël en Chine, qui est aujourd'hui notre partenaire, nos second partenaire avec les États-Unis, et jouer un rôle décisif dans le ralliement d'une partie de l'opinion asiatique à Israël, qui est aujourd'hui largement engagée, à la fois en Chine et au Japon. Alexandre, il nous reste quelques minutes pour aborder encore deux sujets. L'autre à l'actualité de la semaine dans la région, ce sont ces nouvelles frappes mercredi soir contre des sites pro-Iran en Syrie. Au moins 23 miliciens pro-iraniens auraient été tués. Comme de coutume, la Syrie pointe du doigt Israël, qui n'a pas fait de commentaires. Mais Alexandre Adler, c'est sur la réaction de la Russie que j'aimerais vous faire réagir. Le ministère russe de la Défense a accusé vendredi les Israéliens de s'être servis d'un Airbus 320 dans lequel voyageaient 172 passagers comme d'un bouclier pour échapper à une riposte antiaérienne syrienne. L'avion en question a dû procéder à un atterrissage d'urgence sur la base militaire russe de Khmeimim en Syrie. Alors Alexandre, deux questions. Est-ce que cette thèse vous paraît plausible d'abord et ensuite, et surtout, est-ce une nouvelle preuve de l'animosité de certains cercles du pouvoir russe à l'égard d'Israël ? Bien entendu, ces faits sont graves parce que si nous manquons de chance, il peut y avoir des victimes et il peut y avoir des morts et c'est tout à fait dommageable. Mais les Russes sont parfaitement au courant que les frappes que les Israéliens multiplient sur le territoire syrien ne visent absolument pas à déstabiliser leur présence en Syrie, au contraire, mais à les libérer du conditionnement que les gardiens de la révolution, ces gens-là, il faut maintenant les neutraliser, ce que fait Israël très bien avec le dôme de fer, et pour l'instant avec un nombre tout à fait limité de victimes. Même les malheureux qui se font tuer le sont uniquement par la politique absurde des gardiens de la Révolution qui s'efforcent encore d'utiliser cette base pour donner le sentiment qu'ils frappent Israël. Entre-temps, la moitié du territoire iranien échappe déjà au contrôle des gardiens de la Révolution. Et nous sommes à l'aurore d'une révolution à la fois en Iran et en Turquie qui va nous débarrasser de ces sinistres personnages. Mais bien entendu, c'est une période difficile et il faut se préparer malheureusement de temps en temps à de très mauvaises situations. Alors, je l'ai déjà expliqué, Poutine fait quelques borborigmes pour montrer que non, les Russes ne sont pas assimilables à la politique d'Israël. La vérité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une entente permanente entre Poutine d'un côté et les dirigeants israéliens de l'autre. C'est la même stratégie, et la même stratégie d'élimination des gardiens de la Révolution. Alexandre, il nous reste une minute pour aborder le dernier sujet du jour. On termine cette émission avec l'épidémie qui est sur toutes les bouches depuis plusieurs semaines. Je parle évidemment du coronavirus. Le bilan des victimes ne cesse d'augmenter en Chine. Et Alexandre, l'Anti-Defamation League aux États-Unis s'est inquiété cette semaine de la diffusion de théories racistes et complotistes autour de la propagation du nouveau coronavirus. On trouve ainsi sur la toile des messages accusant les Juifs d'avoir fabriqué le virus et de le propager pour assurer leur contrôle sur le monde. Alors évidemment, rien de nouveau sous le soleil, pourrait-on dire. On se rappelle des théories anti-juives du Moyen-Âge. Alors Alexandre, qu'est-ce que ces événements inspirent à l'historien que vous êtes ? Je vais être paradoxal. Non pas que nous ayons inventé le coronavirus. On voit très bien comment d'ailleurs tout ça est là. J'ai vu le marché de Canton avec mon épouse. On était absolument étonnés. En Chine, il y a une telle peur des famines qui est quasiment dans le patrimoine génétique des Chinois. Il n'y a aucun interdit alimentaire. Et à l'inverse, on comprend très bien que les Chinois vont devoir inventer, ils le prendront plutôt aux musulmans qu'à nous, mais enfin, un peu d'interdit alimentaire. Le fait de vider un animal de son sang, le fait de ne pas consommer absolument tous les produits, même si je vous avoue que moi j'ai mangé, comme d'ailleurs les Marocains le font,
des insectes et c'est très bon. Bon. Mais il y a des choses qui sont plus dangereuses. Certainement pas des chauves-souris, par exemple, mais même tuer rituellement. Mais je crois que effectivement, les Chinois sont en train de découvrir l'hygiène alimentaire, qui était à leurs yeux un grand péché face aux famines. Étant donné que ce pays a été exposé à des carences alimentaires très tôt, parce qu'il était beaucoup plus nombreux et beaucoup plus peuplé que le reste de la planète, eh bien, la peur de la famine est beaucoup plus forte en Chine que la peur des maladies. Et bien maintenant, la Chine devient riche, elle peut se permettre de combattre les maladies. Et c'est cela aussi, peut-être, encore une fois, les temps messianiques dont nous faisons une telle histoire, mais qui existe. Meshiach, ce n'est pas, comme on le croit, un vieillard barbu qui va descendre pour faire la justice, mais quelque chose est en train de se passer qui est de cet ordre. Nous vivons des temps messianiques, les temps du Messie. Et c'est dans ces temps-là, eh bien oui, la Chine va se convertir déjà à la propreté alimentaire, et puis elle va peut-être aussi accepter un certain nombre de règles rituelles qui vont être des règles d'hygiène. Et finalement, comment ne pas s'en réjouir ? Merci beaucoup Alexandre Allers, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à nos auditrices et auditeurs de plus en plus nombreux à nous suivre tous les dimanches sur Radio J. Vous pouvez podcaster cette émission sur notre site radioj.fr et sur notre nouvelle application Radio J officielle. Excellente semaine à vous Alexandre et à la semaine prochaine.